tout d'abord, j'ai le privilège de vous présenter le Dr Angelo Antonini. Le Dr Angelo Antonini est professeur de neurologie à l'Université de Padua, en Italie, et il est responsable de l'unité du Parkinson et des troubles du mouvement à la clinique de neurologie de l'hôpital universitaire de Padoue. Il a publié près de 400 articles révisés par des pairs et a été invité comme conférencier à des congrès de neurologie nationaux et internationaux dans plus de 40 pays du monde. Il est membre honoraire de la Société de neurologie de la France et de la Roumanie et est boursier de l'Académie européenne de neurologie. Il est aussi le président élu de la section européenne de la Société pour les troubles du mouvement. Merci donc, Dr Antonini, de venir nous faire une présentation aujourd'hui. Alors, je pense que pour moi, je dirais que ça a été un grand honneur d'être impliqué dans cet événement. Je vais essayer de vous donner un peu un survol, un aperçu général. Donc, je vais discuter de certains des modèles de soins que nous considérons. Mais d'abord, je pense qu'avant d'entrer dans quelques discussions, que ce soit sur les modèles de soins et sur la façon dont on peut approcher les soins à la maladie de Parkinson, je pense qu'il faudrait regarder d'abord le contexte. Quand on pense à l'Europe, comme vous le savez sûrement, on pense bien sûr à un grand nombre de pays et chacun de ces pays alloue différentes quantités d'argent aux soins de santé, différents budgets. Comme vous voyez sur ce tableau, les dépenses publiques en santé que nous avons en Europe varie considérablement. On voit qu'il y a certaines régions, certains pays qui dépensent 3 à 4 fois plus que les autres. Et aussi, selon l'endroit où vous vivez en Europe, le nombre de lits d'hôpital disponibles pour des besoins médicaux varie et aussi considérablement. On voit que des pays comme l'Allemagne ont quelquefois 4 fois plus de lits que d'autres pays, comme l'Italie par exemple. Donc, la situation du côté des soins de santé, quand on parle de modèle de soins, dépend beaucoup du pays où vous vivez, de la région où vous êtes et de la façon dont on peut aborder cette situation dans les différentes régions. Lorsque le Congrès américain a publié ou adopté cette loi, ce Patient Empowerment Act, cette loi sur l'autonomisation des patients, le renforcement de l'autonomie des patients, je crois que cette loi va changer un peu l'environnement. Vous allez voir qu'en Europe, on a plusieurs pays et chaque pays gère ses soins différemment. Essentiellement, nous avons 2 pays, en particulier l'Italie et le Royaume-Uni, où on a un système de soins de santé national, ce qui veut dire qu'il y a une institution gouvernementale avec des régies régionales qui maintiennent un certain niveau de dépenses spécifiques pour les soins de santé, avec des budgets fondés sur les besoins nationaux et régionaux. Et ensuite, il y a la plus grande partie des autres pays où vous avez un système d'assurance santé. Quelquefois, c'est une assurance nationale, comme la France et l'Espagne. À d'autres endroits, c'est l'assurance privée ou des modèles mixtes national-privé, comme en Allemagne, par exemple, où cela, bien sûr, affecte un peu les coûts et l'approche aux maladies chroniques. Lorsque on a vu cette loi-là sur le renforcement de l'autonomie des patients aux États-Unis et le besoin de mettre les patients et la personne qui a la maladie au centre de notre prise en charge et de notre approche thérapeutique, je pense que les choses ont changé. Graduellement, également dans nos régions. Par le passé, la plus grande partie de l'approche médicale aux maladies chroniques
était fondée sur une relation personnelle entre le médecin et son patient, alors qu'une approche de soins plus personnalisée est devenue graduellement plus pertinente, particulièrement facilitée par le fait qu'il y a maintenant des lignes directrices sur le besoin de soins de santé et d'une prestation personnalisée et le besoin d'une collaboration à l'échelle de l'Europe pour adopter partout en Europe des soins de santé plus personnalisés. Donc, les choses ont changé de façon significative partout en Europe, particulièrement grâce à la COVID, grâce à cette pandémie. Cette pandémie nous a mené à un changement dans la prise en charge des maladies chroniques sur des patients ambulatoires. Ces soins sont maintenant de plus en plus centrés sur les besoins du patient plutôt que sur les besoins des hôpitaux et des médecins. Maintenant, une des approches que nous avons aidé à publier avec nos collègues canadiens, et particulièrement avec le groupe de Thiago Mestre à Ottawa, une de ces approches, donc, a été d'essayer de définir un cheminement, trajectoire qui convient aux personnes qui ont la maladie de Parkinson et en général pour les patients qui ont des maladies chroniques. C'est un très bon modèle pour le Parkinson, mais ça pourrait aussi s'appliquer à d'autres maladies chroniques. Je peux imaginer en neurologie que les gens qui ont la sclérose en plaques pourraient être pris en charge de la même façon, mais aussi d'autres patients de maladies chroniques, les patients qui ont le diabète, des patients qui ont d'autres maladies de durée relativement longue, qui nécessitent des visites fréquentes chez le médecin. Et cet établissement d'un réseau plus pragmatique est devenu, dans la plupart des pays d'Europe, un objectif concret qui a été introduit dans les hôpitaux et on leur a donné la tâche, ces hôpitaux, de travailler étroitement avec les services ambulatoires en identifiant les besoins des patients, en priorisant les problèmes de soins et même en fournissant davantage de counseling, d'éducation. Donc, l'éducation est devenue plus centrale dans la prise en charge des maladies chroniques. Et je pense que la maladie de Parkinson est un excellent exemple. Pour en arriver à cette autogestion, à cette prise en charge autonome, il faut d'abord revenir au concept de la médecine personnalisée. Qu'est-ce que la médecine personnalisée? C'est un beau concept. Idéalement, nous avons tous des besoins différents. Et il serait très bon si on pouvait être consulté, approché selon nos besoins, selon nos caractéristiques biologiques et génétiques. Et ce serait très bien si les interventions médicales étaient adaptées aux besoins des patients qui ont besoin d'interventions spécifiques. Au lieu d'utiliser une approche plus globale pour tout le monde, je pense que la médecine personnalisée, beaucoup plus axée sur le patient, une approche centrée sur le patient sera l'approche de l'avenir parce qu'on sait qu'une approche ne peut pas convenir à toutes les personnes. C'est particulièrement vrai pour le Parkinson. Donc, il faut vraiment essayer de devenir plus centré sur le patient dans notre approche et bâtir une équipe multidisciplinaire. Et dans plusieurs régions d'Europe, ça va progressivement s'occuper de l'éducation en collaboration avec les associations de patients. Et aussi, non seulement on va améliorer l'éducation, mais on va aussi fournir des interventions plus ciblées. Éventuellement, à un moment donné, nous aurons des groupes de patients qui vont devenir très importants pour la recherche à cause du fait que les données de chaque personne individuelle vont devenir tellement importantes pour les essais cliniques et pour la conception des études futures, mais aussi pour décider si un médicament spécifique est remboursable ou non. Les patients vont s'impliquer activement. Et je dois dire que ça devient de plus en plus le cas progressivement, pas seulement dans mon pays, mais aussi dans d'autres pays. Je sais que les associations de patients s'impliquent de plus en plus dans les décisions politiques et aussi je sais que l'Agence médicale européenne implique les patients
pour décider si le remboursement de médicaments précis devrait être accéléré et se faire beaucoup plus rapidement par rapport à un autre médicament qui est peut-être moins pertinent pour leur maladie spécifique. Alors, même si dans le paradigme actuel de la santé, les coûts sont alloués tard dans le cours de la maladie, je pense qu'à l'avenir, il faudrait débourser plus rapidement. On voudrait que la plupart des coûts des soins de santé soient remboursés plus tôt. Et c'est la direction qu'on a pris dans les autorités européennes grâce à la pandémie, c'est la décision qu'on a prise au niveau de l'Europe. Les coûts de la santé devrait être beaucoup plus dans le côté de la prévention du retardement de la maladie et pour retarder la progression de la maladie lorsque cela est possible. Donc, la diapo que je vous ai montrée au début, le modèle est le modèle allemand, où on a 4 ou 5 fois plus fréquent. Donc, les indentations, en fait, les patients sont amenés à l'hôpital longtemps et ça devient de plus en plus obsolète et les patients sont de plus en plus gérés à titre de patients externes lorsqu'ils ont la maladie de Parkinson, évidemment. Et il faut que le patient soit au centre de ce processus et ainsi, nous avons décidé d'améliorer l'éducation, d'éduquer les intervenants et de créer des équipes mieux instruites. Donc, voici les lignes directrices européennes pour le traitement du patient qui est aux prises avec la maladie de Parkinson. Et quelques étapes plus loin, on constate que ces patients sont de plus en plus considérés comme des patients externes en Allemagne. Donc, il y a plusieurs exécutions ici. Voici un exemple à l'université de Marburg en Allemagne. Ils ont élaboré un programme d'éducation aux intervenants et pour démontrer que l'éducation est non seulement importante pour faciliter la prise en charge des patients, mais aussi peut améliorer la qualité de vie des patients, des personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Donc, également aux États-Unis, à l'université Michael J. Fox, en fait, Michael J. Fox, l'acteur, a encouragé cette procédure. Donc, grâce à lui, on a démontré que ces nouvelles façons de gérer, de traiter la maladie sont efficaces et ça peut mener à une gestion, une prise en charge plus efficace de la part des spécialistes. Je crois qu'un des éléments essentiels aujourd'hui, c'est que moins de la moitié des patients peuvent consulter un spécialiste dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est très important. C'est une donnée très importante. Et l'accès à des établissements munis d'équipes multidisciplinaires, des infirmiers formés. L'accès à ces soins spécialisés est de plus en plus restreint et difficile. Il y a une réduction de S'il y a une équipe multidisciplinaire avec un infirmier et des neuropsychologues et un planificateur de soins et au niveau de la spécialisation, ils doivent interagir avec le neurologue après l'évaluation du patient et avec les spécialistes dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Italie. Ces spécialistes sont en place et sont très importants parce que c'est eux qui maintiennent le contact régulier avec le patient. Donc, je crois que pour conclure ma conférence, je dirais que c'est important de créer un réseau de soins et de faire participer la famille également. Ça peut enlever un poids sur les épaules du patient et du système également. Et il y a une indication que lorsqu'un diagnostic est posé, si l'information, en fait, suffisamment d'informations est fournie aux clients et au personnel soignant, ça permet justement une prise en charge plus efficace et ça permet d'opérer une approche de soins intégrés où plusieurs acteurs du milieu hospitalier ou de la santé vont intervenir à plusieurs niveaux. Donc, cette approche est plus efficace. Je crois que grâce à la technologie,
et j'imagine que mes collègues vont en parler, la technologie va aider, mais on ne peut pas remplacer le personnel soignant comme en fait un médecin qui a une relation soignant et patient. Je crois que rien ne remplace cela, mais je crois que la technologie va aider le processus de soins. Et on croit réellement que les thérapeutes et les intervenants du milieu multidisciplinaire, des soins multidisciplinaires sont importants, jouent un rôle central et peuvent fournir des ressources suffisantes pour rendre les patients, en fait, faire en sorte que les patients de la maladie de Parkinson soient au centre de ce processus de soins. Cela dit, c'est la fin de ma conférence. La parole au prochain conférencier. Merci beaucoup.